Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer la proposition plutôt audacieuse de Tel Aviv de taxer les locations type Airbnb. C'est une étude de cas parfaite qui illustre le bras de fer permanent entre les plateformes de tourisme mondial et la vie quotidienne des habitants. On commence avec une question que beaucoup de monde se pose dans les grandes villes. Est-ce que son immeuble est en train de se transformer en hôtel? Vous savez, ce défilé constant de valises dans le hall, des voisins qui changent littéralement chaque semaine. Voilà le genre de problème que Tel Aviv a décidé d'attaquer de front. Pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, un seul chiffre suffit. 10 000. C'est le nombre de logements, souvent des appartements entiers, disponibles à la location courte durée dans la ville. 10 000, ça mettrait n'importe quelle municipalité en état d'alerte, c'est certain. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a bien pu pousser la ville de Tel Aviv à envisager une mesure aussi radicale? Eh bien, selon ses propres termes, la situation était tout simplement devenue incontrôlable. La mairie avait des griefs très précis en tête. D'abord, un marché qui fonctionnait sans aucune règle, un peu comme le Far West. Ensuite, le fait que des appartements disparaissaient du marché locatif classique, ce qui, mécaniquement, faisait flamber les prix pour ceux qui vivent là à l'année. Et pour finir, bien sûr, toutes les nuisances qui dégradent la vie de quartier. Et pour mettre des chiffres là-dessus, regardez un peu. Rien qu'en 2018, Tel Aviv a accueilli 2,2 millions de touristes. Pour les loger, il y avait donc ces fameuses 10 000 propriétés, avec un prix moyen qui tournait autour de 160 $ la nuit. C'est un marché énorme, évidemment, mais avec de vraies conséquences au niveau local. Bon, face à ce constat, quelle a été la solution mise sur la table? Pas une interdiction totale, non, mais une reclassification fiscale. Une idée qui paraît simple sur le papier, mais qui est bien plus complexe à mettre en œuvre. Alors, pour tout comprendre, il faut retenir ce mot, Arnona. En gros, c'est la taxe foncière en Israël. Le point absolument crucial, c'est qu'il y a un taux pour les logements résidentiels et un autre, beaucoup plus élevé, pour les activités commerciales, comme les hôtels par exemple. L'idée de la municipalité, c'était de fixer une ligne rouge très claire. Si un appartement était loué en courte durée, plus de 90 jours au total sur une année, eh bien, il basculait. Il ne serait plus considéré comme une résidence, mais comme une véritable activité commerciale. Et alors, l'impact financier, c'est là que ça devient assez spectaculaire. Le passage à l'arnona commercial, ça signifierait quoi? Selon les estimations, la taxe foncière serait tout simplement multipliée par 3. Une augmentation absolument drastique, conçue pour décourager cette pratique à grande échelle. C'est bien beau de proposer une taxe, mais comment on la met en place concrètement? La ville avait un plan qui reposait à la fois sur la technologie et de manière un peu plus surprenante sur les habitants eux-mêmes. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème logistique. Comment on fait pour savoir quels appartements dépassent cette fameuse limite des 90 jours sur un marché qui est par nature décentralisé et entièrement en ligne? La ville prévoyait donc de surveiller activement les plateformes comme Airbnb ou Booking. Mais elle comptait aussi, et c'est un point intéressant de la source, faire appel aux habitants pour qu'ils signalent eux-mêmes les locations qu'ils jugent commerciales. Une méthode qui, potentiellement, pourrait ouvrir la porte à des règlements de compte entre voisins. Mais attention, la mairie de Tel Aviv n'avait pas les pleins pouvoirs. C'est un parcours du combattant politique. La décision devait d'abord être validée par le conseil municipal, puis obtenir le feu vert de 2 ministères, celui de l'Intérieur, puis celui des Finances. C'est important de préciser le contexte. Cette proposition, elle date de 2019. Et la source soulignait à l'époque que les élections à venir en Israël risquaient de tout bloquer, ou en tout cas de retarder considérablement le processus d'approbation. Mais imaginons que la taxe passe. Quelles seraient les conséquences? Comment les propriétaires et les investisseurs allaient-ils réagir? C'est là que le calcul économique devient vraiment fascinant. C'est la question à 1 million de dollars pour le marché immobilier de Tel Aviv. Face à une augmentation de ses impôts de 200%, quelles sont les options qui restent sur la table pour un propriétaire? En gros, 3 scénarios se dessinent. Certains pourraient simplement absorber le coût, surtout s'ils ont un bien très bien placé. D'autres tenteraient d'augmenter leur prix à la nuitée, au risque de devenir moins compétitifs. Et la troisième option, celle que la mairie espérait secrètement, c'était bien sûr de voir ces appartements revenir sur le marché de la location longue durée. Mais d'après l'analyse de la source, cette dernière option n'est loin d'être une évidence pour les investisseurs. Pourquoi? Eh bien parce que la demande locale n'a rien à voir avec la manne touristique, les loyers sont souvent déconnectés des salaires locaux et surtout, les marges bénéficiaires sont bien plus faibles. Cette citation de la source, elle résume parfaitement le point de vue de l'investisseur. Quand on a un bien immobilier qui a coûté très cher, l'objectif c'est de le rentabiliser au maximum. Et même avec une taxe plus élevée, la location courte durée reste souvent bien plus lucrative. Finalement,
le cas de Tel Aviv nous ramène à une question universelle. Comment les villes du monde entier peuvent-elles trouver le juste équilibre entre les énormes bénéfices économiques du tourisme et le besoin de préserver une qualité de vie pour leurs propres habitants? C'est peut-être le plus grand défi urbain de notre époque.